Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'actualité internationale. Pour la présentation, avec vous, Yves Nerlucin. On débute les actualités avec la situation en Syrie. Les rebelles djihadistes disent avoir pris le contrôle du plus important gisement pétrolier du pays. Ces rebelles contrôlent déjà d'autres champs pétroliers des réserves nationales et immobilisent les forces fidèles à Bachar al-Assad. Suivez ce reportage. Un tournant dans la guerre civile en Syrie. Les rebelles djihadistes du front Al-Nosra, affiliés à Al-Qaïda, disent avoir pris le contrôle du plus important gisement pétrolier du pays, de quoi priver Damas de la quasi-totalité des réserves nationales et immobiliser les forces fidèles à Bachar al-Assad. Le gisement se trouve dans la province de Deir az-Zaou, où les djihadistes contrôlent déjà d'autres champs pétroliers dont ils troquent la production contre des armes. La rébellion reste cependant divisée. Le week-end, 7 groupes rebelles hostiles aux djihadistes d'Al-Nosra ont fusionné au sein du front islamiste. Ensemble, ils représentent une force armée, plus de 50 000 hommes inégales sur la scène insurgée. Damas, qui a pris l'avantage ces derniers mois, ne s'avoue pas pour autant vaincu. Des raids aériens ont fait au moins 40 morts ce samedi dernier à Alep. En Suisse, face à la situation nucléaire, un accord a été conclu. À Genève, l'Iran aurait offert aux grandes puissances suffisamment de garanties sur le dossier nucléaire, mais tout semble ne pas avoir le même son de cloche sur l'enrichissement d'uranium. Suivez ce reportage. Les poids lourds de la diplomatie internationale sont à Genève pour tenter de faire aboutir les discussions sur le nucléaire iranien. Le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé à Genève hier dimanche. Ses homologues français, britanniques, allemands et chinois sont eux aussi de la partie. Sans oublier la chef de la diplomatie européenne Catherine Ashton ainsi que Sergei Lavrov. Le ministre russe des Affaires étrangères s'est invité dès ce week-end à Genève. Il affirmait hier qu'une vraie chance d'accord existe. Optimisme également du côté de Téhéran. 2 ou 3 points de divergence persistent, mais les deux parties se sont rapprochées d'un accord, a ainsi déclaré le chef des négociateurs iraniens. À Genève, c'est un accord d'étape qui est visé. Il s'agirait de limiter le programme nucléaire de la République islamique en échange d'un allègement des sanctions internationales. On continue entre l'Égypte et la Turquie. Le torchon brûle sérieusement entre ces deux pays. Les autorités égyptiennes ont demandé samedi le départ de l'ambassadeur turc au Caire, une mesure de rétorsion prise après le propos du Premier ministre turc condamnant la répression des islamistes. Cependant, la riposte turque n'a pas tardé. Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu'il ne respectera jamais les dirigeants égyptiens mis en place par les militaires. Suivez ce reportage. Par mesure de réciprocité, la Turquie a aussi déclaré persona non grata l'ambassadeur d'Égypte qui avait déjà quitté le pays en août. Notre attitude n'est pas dirigée contre le peuple égyptien, mais contre les auteurs du coup, car nous sommes du côté de ceux qui se battent pour la démocratie dans le monde. Nous ne respectons pas ceux qui ne respectent pas les droits souverains des peuples, a déclaré le Premier ministre turc, en référence du procès du premier président égyptien élu démocratiquement. L'expulsion de l'ambassadeur turc est une réaction aux propos tenus semaine dernière par Recep Tayyip Erdogan. Il avait affirmé n'avoir aucun respect pour ceux qui ont amené Mohamed Morsi devant la justice. Après la dispersion sanglante des campements pro-Morsi en août ayant fait plus d'1 million de morts, Ankara et le Caire avaient déjà rappelé leur ambassadeur pour consultation. Le Premier ministre turc avait alors lui-même participé à un rassemblement de soutien aux islamistes égyptiens. Aux États-Unis, des célébrations ont eu lieu pour honorer le 50e anniversaire de la disparition du président John Fitzgerald Kennedy. Un monument a été dévoilé pour honorer l'héritage et les qualités de l'ancien leader des États-Unis. Suivez ce reportage. Le temps de souvenir aux États-Unis. Souvenir d'un homme qui a marqué l'histoire, le président John Fitzgerald Kennedy.
assassiné le 22 novembre 1963. Le 50e anniversaire de cette disparition a donné lieu à toute une série d'hommages, notamment sur Dealey Plaza à Dallas. C'est là que le plus jeune président américain a été abattu par Lee Harvey Oswald. Mesdames et messieurs, veuillez vous joindre à moi pour une minute de silence en hommage au président John Fitzgerald Kennedy. Aujourd'hui, nous, les habitants de Dallas, sommes réunis pour honorer la vie, l'héritage et le leadership d'un homme qui nous a invités à placer notre pays au-dessus de nos intérêts personnels. A déclaré le maire de Dallas, Mike Rollins. C'est la première fois que la ville de Dallas organisait de telles cérémonies officielles. D'autres célébrations ont eu lieu dans tout le pays, avec notamment un dépôt de gerbes à Arlington, en Virginie, où se trouve la tombe du président Kennedy. Voyons le dernier dossier de cette rubrique. Le passage de typhon Haiyan a laissé des conséquences graves aux Philippines. L'Organisation des Nations Unies a expliqué ses préoccupations, pendant que le bilan officiel passe à plus de 5200 victimes et il reste encore plus de 1600 disparus. Suivez ce reportage. L'ONU avertit qu'1,5 million d'enfants philippins risquent de souffrir de malnutrition, conséquence directe de typhon Haiyan. Sur les 18 millions de personnes affectées par la catastrophe, 5 millions sont des enfants. Et 800 000 femmes enceintes ou allaitants ont également besoin d'une aide nutritionnelle. Ces chiffres ont été avancés par Valérie Amos, la coordonnatrice de secours d'urgence de l'ONU de retour des Philippines. Les soins médicaux maternels d'urgence doivent être la priorité pour assurer la sécurité des naissances, a-t-elle déclaré. Avec l'effondrement du système de santé normal, les professionnels de santé observent des cas de rougeole, de polio, de tétanos, de maladies respiratoires et de diarrhée. Le bilan évolue au fur et à mesure que les secours atteignent les zones les plus reculées. Il ne sera définitif qu'une fois tous les débris déblayés. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi qu'on met fin à cette édition de l'actualité internationale. Avec vous pour la présentation, c'était moi Yves Néerlucin et Jasmine Lorsemé pour la réalisation. Au revoir.